Château. Un mot qui évoque en nous l'image de murailles puissantes, de tours se dressant vers le ciel et de vues sur la campagne à couper le souffle. Au Moyen Âge, cependant, le château n'était pas seulement un décor pour les légendes de chevaliers et de princesses. C'était un organisme vivant, siège du pouvoir, forteresse défensive, centre économique et foyer pour des dizaines, voire des centaines de personnes. Dans l'interprétation habituelle de l'histoire, ce sont souvent les guerres et les batailles célèbres qui viennent au premier plan. Mais dans cette vidéo, vous apprendrez que les châteaux médiévaux recèlent bien plus. Derrière leurs murs se déroulait la vie quotidienne, où s'entremêlaient les besoins de défense, de confort et de prestige. Aujourd'hui, nous plongerons dans les mystères des constructions castrales et révélerons 10 secrets peu connus qui se cachent dans l'architecture et le fonctionnement des châteaux médiévaux. Les bâtisseurs du Moyen Âge faisaient face à de nombreux défis. Comment permettre un accès facile aux habitants et aux hôtes, tout en compliquant la vie aux assaillants? Comment protéger les réserves de nourriture et d'eau des raids ennemis, tout en s'assurant que les habitants du château ne manquent pas d'eau fraîche et de nourriture? Où pouvait-on trouver l'intimité à une époque où la plupart des gens dormaient dans la salle par terre? Comment s'occupait-il de l'hygiène et quelles astuces utilisait-il pour écarter les menaces? Au cours du récit qui suit, nous combinerons les connaissances spécialisées des études archéologiques, des chroniques et des recherches modernes, et nous transporterons à l'époque où les murs de pierre du château étaient témoins d'intrigues, de joies quotidiennes et de combats pour la survie. Chaque partie de notre histoire est ancrée dans des sources réelles. Selon l'historien Mark Cartwright, les grands châteaux étaient le foyer d'au moins 50 employés de diverses professions. Ces forces de travail assuraient le fonctionnement des cuisines, des écuries et de la défense, mais leur activité quotidienne découlait de solutions architecturales qui ne sont pas visibles au premier regard. Dans les chroniques médiévales, nous lisons sur des châteaux assiégés des mois sans accès à l'eau extérieure, qui ont pourtant résisté grâce à des puits ingénieux, sur des herses et des meurtrières qui devaient intimider et neutraliser les assaillants, ainsi que sur des latrines, d'où s'échappait parfois non seulement l'odeur, mais aussi un soldat ennemi. Dans cette vidéo, vous apprendrez que le château médiéval n'est pas seulement une ruine romantique, mais une maison pleine de mystères. L'histoire des châteaux a deux dimensions, matérielle et invisible. Dans les chansons et les légendes, on chante les actes héroïques, mais on réfléchit rarement à la façon dont il était possible de survivre à l'hiver dans des murs clos, de résister à un siège ou d'organiser un tournoi grandiose. Dès que nous nous concentrons sur le château comme un organisme vivant, une couche de fonctions cachées se révèle à nous. Ce qui se présente comme un simple mur peut cacher en son sein un conduit pour la fumée. Ce qui ressemble à une chapelle peut être en même temps relié par une corniche de maçonnerie à un passage secret. Et là où nous ne voyons aujourd'hui dans les fondations que des trous et des pierres, se dressait autrefois une construction en bois de château à motte et basse-cour, qui s'est progressivement transformée en imposant palais de pierre. Réfléchir à ces transformations, c'est comme lire un livre écrit dans la maçonnerie et les escaliers, feuilleter l'histoire qui s'est imprimée dans l'architecture. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi le mot mystère n'est pas une exagération. Chaque élément du château pouvait avoir une double signification. Les douves étaient à la fois barrières et canal. La herse représentait une porte d'accueil et un piège mortel. L'escalier en spirale ornait l'intérieur du château et empêchait en même temps les mouvements rapides. Le mystère ne concerne pas seulement les cachettes et les histoires embarrassantes. C'est une façon dont les gens du Moyen Âge tentèrent de se mesurer à la nature déchaînée, à l'agression humaine et au désir de luxe. Au cours de notre récit, nous rencontrerons des mythes qui se sont répandus pendant des siècles et nous verrons comment la réalité était souvent plus prosaïque et en même temps fascinante. Comme guide, je vous offre non seulement des faits, mais aussi des histoires. Nous verrons quelles sensations avaient les visiteurs quand ils passaient sous la lourde grille de la porte, et ce qu'ils ressentaient quand ils se penchaient au-dessus d'un puits profond
de dizaines de mètres. Dans chaque chapitre vous attend un micro-hameçon, un petit crochet sur le chemin, qui vous attirera vers le mystère suivant. Préparez-vous à ce que beaucoup de réponses vous surprennent, et que certaines questions restent ouvertes. C'est cela un récit à structure ouverte. Il laisse place à la curiosité et à l'imagination. Avant que n'apparaissent en Europe les puissants châteaux de pierre, les Normands construisaient après l'an 1066 les soi-disant Motte and Bailey, fortifications de terre avec une tour en bois sur une colline artificielle et une cour fermée, rapidement constructibles mais vulnérables au feu. Ces forteresses de bois se transformèrent bientôt en donjons de pierre, hautes tours carrées ou cylindriques qui servaient de dernier refuge et de symbole de pouvoir. Autour du donjon s'étendèrent des murailles qui entouraient la basse-cour avec les bâtiments économiques. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, apparurent alors les doubles murailles, châteaux concentriques, qui répondirent aux nouvelles tactiques de siège et permirent la défense sur plusieurs niveaux. Les châteaux à courtines plus tardifs entouraient de grands espaces avec des granges, des ateliers et des chapelles, et démontraient le pouvoir de la noblesse. Le château était cependant non seulement une forteresse, mais aussi un centre administratif et un espace symbolique. Selon le site History Cooperative, les châteaux étaient construits comme sièges de la noblesse, d'où l'on percevait les impôts, où se tenaient les procès, et d'où l'on dirigeait l'administration des terres environnantes. C'étaient des nœuds culturels, où s'organisaient banquets, tournois et fêtes religieuses. Les 4 types fondamentaux de châteaux, Motte and Bailey, donjons de pierre, châteaux concentriques et courtines, reflètent l'évolution de la guerre médiévale et la transformation des besoins sociaux. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces étapes évolutives se reflètent dans chaque mystère que nous révélerons et comment sont nées d'elles des solutions architecturales astucieuses dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Dans notre périple à structure ouverte, nous irons de la porte d'entrée à travers les obstacles aquatiques, les murs doublés, les meurtrières et les passages secrets jusqu'aux latrines, escaliers, puits, grandes salles et arbres de cour. Chaque mystère montre comment l'architecture reflétait les besoins sociaux et culturels de l'époque. Dans un moment, nous révélerons le premier d'entre eux, la porte que vous auriez peut-être négligée dans une description habituelle du château, et qui pourtant était la clé de tout. Si vous arrivez aujourd'hui aux vestiges d'un château médiéval, la porte d'entrée peut paraître comme un portail pittoresque vers le monde du passé. En réalité, la porte était l'élément le plus faible, mais en même temps le plus sophistiqué de la défense. Le château avait besoin de portes pour que les marchandises et les hôtes puissent y entrer. Mais en même temps, cette ouverture devint la cible principale des attaques. Les bâtisseurs créèrent donc le gatehouse, une porte fortifiée avec de nombreuses couches de défense. Selon le site Exploring Castles, dans le gatehouse étaient installées des portes massives de chêne, une grille de fer appelée herse et d'autres herses, afin qu'il soit possible d'emprisonner les assaillants dans un espace fermé. Ces grilles métalliques, dont le nom vient du français, portes coulissantes, étaient actionnées par des poulies et des treuils, et en cas de besoin descendirent du plafond en quelques secondes. La herse n'était pas unique, certaines portes en avaient 2 ou plus. Le château de Caernarfon, au pays de Galles, construit par le roi anglais Édouard Ier, se vantait même de 6 herses et de 2 ponts-levis. Un assaillant qui se retrouvait entre 2 grilles tombées était pratiquement condamné. Dans l'obscurité du tunnel de pierre l'attendirent du plafond d'autres pièges. Au-dessus du passage étaient construites les soi-disant meurtrières, des ouvertures par lesquelles les défenseurs jetaient dans des pierres, versèrent de l'eau ou lancèrent du sable qui aveuglait et ralentissait l'ennemi. Le mythe de l'huile bouillante naquit plus tard. L'huile était chère et rare. On utilisait donc de l'eau ordinaire ou du sable. Le gatehouse n'était pas seulement un mécanisme défensif. Il cachait en même temps certains des espaces les plus somptueux du château. Les chroniques anglaises du XIIIe siècle indiquent que c'était précisément dans le gatehouse que se trouvaient les chambres d'hôtes et la chapelle, car en temps de paix, l'entrée du château était un lieu de représentation.
Dans cette combinaison de magnificence et d'horreur se reflète la mentalité médiévale. D'un côté, l'hospitalité et le prestige, de l'autre, la dure réalité militaire. L'assaillant devait d'abord se mesurer au pont-levis et aux douves, puis à plusieurs portes et grilles, tandis que les défenseurs lui préparaient la mort depuis les meurtrières. De côté le visaient des flèches, à travers les meurtrières intégrées dans les épais murs de la porte. Les premières portes, cependant, n'étaient de loin pas si complexes. Les passages originaux, dans les forteresses, étaient de simples ouvertures dans les murailles. Mais au fur et à mesure que se développaient les machines de siège, croissait aussi la complexité de la porte. Le guide sur les salles du château rappelle que les gatehouses apparurent pour la première fois dans l'Antiquité, quand il fallait protéger l'entrée de la ville ou du château. Et avec le temps, ils devinrent des constructions complexes avec de nombreuses lignes de défense. Les portes fortifiées incluaient un pont-levis, plusieurs herses, des machicoulis, des meurtrières et des assommoirs. Au bas Moyen Âge, certaines meurtrières furent adaptées en embrasure pour les armes à feu, ce qui montre à quel point les murailles devaient être flexibles face aux nouvelles technologies. Il est intéressant de noter que certains gatehouses servaient non seulement à la défense, mais aussi au logement. Le terme français logis-porche désigne une porte qui était en même temps une maison d'habitation. Une telle construction pouvait avoir ses propres chambres pour la garde, des salles d'hôtes et une chapelle. Dans certaines villes, le gatehouse faisait partie d'un pont sur la rivière, comme en témoigne Mono Bridge à Monmouth. Un gatehouse plus grand s'appelait Châtelet, petit château, et plus tard, certains gatehouses se transformèrent en bâtiments d'entrée monumentaux de demeures seigneuriales, quand ils perdirent leur signification militaire. Cette transformation illustre que l'architecture médiévale n'était pas statique. La porte pouvait devenir un palais représentatif autant qu'un piège mortel. La porte était l'espace le plus fréquenté du château. Chaque jour y passaient soldats, marchands, ouvriers salariés et pèlerins. La garde du château devait savoir reconnaître qui était un hôte bienvenu et qui représentait un danger potentiel, et adapter à cela la manipulation de la herse, des portes et du pont. Pour les gens ordinaires, la porte représentait la frontière entre le territoire sûr et l'environnement sauvage. Pour les seigneurs, la porte était le symbole de leur pouvoir et de leur exclusivité. Les hôtes se retrouvaient ici littéralement sous la loupe. Chaque regard des gardes, chaque grincement de chaîne présageait comment ils seraient reçus à l'intérieur. Le visiteur devait passer par un tunnel sombre, tandis que de petites ouvertures au-dessus de sa tête l'observèrent des arbalétriers. C'était un rituel psychologique, ressentir le poids et le pouvoir des murs, et en même temps la tentation d'entrer dans le monde où attendaient hautes banquets et sécurité. Les gens voyageaient entre châteaux et villes, si bien que la porte était aussi un marché d'informations. Les messagers y apportaient des nouvelles de guerre, d'impôts ou de contrats de mariage. Les marchands y déposaient leurs marchandises, qui étaient ensuite déplacées vers les caves ou les entrepôts. Chaque chariot, cheval ou coffre devait être inspecté pour qu'aucun espion ou traître n'entre dans le château. Dans certaines régions, par exemple au Proche-Orient, les portes se décoraient de reliefs et d'inscriptions qui célébraient le souverain et appelaient au respect. Ces influences culturelles pénétraient aussi dans les châteaux européens, comme on peut le voir sur les portes des forteresses des croisés en Terre Sainte. De la Méditerranée à la Seine, les portes devinrent des laboratoires pour la construction innovante. Elles combinaient les arcs romans avec les portails brisés gothiques, incrustaient des statues de saints dans des niches et comptaient avec l'emplacement d'une cloche qui annonçait l'arrivée ou l'alarme. Avant de nous lancer vers les obstacles aquatiques, il est bon de réaliser que portes et douves formaient un couple indissociable. Sans eau, la porte aurait difficilement résisté à un siège de longue durée, et sans porte, les douves seraient devenues juste un obstacle que l'on peut contourner. Dans la partie suivante, vous apprendrez comment les bâtisseurs de châteaux transformèrent le paysage environnant en armes et comment ils surent utiliser chaque source, ruisseau et marécage à leur avantage. Imaginez l'ennemi pénétrant dans un tel tunnel sombre. Le claquement métallique des bottes résonne sous la voûte.
quand soudain du ciel pur descend une grille de fer et lui barre le chemin du retour. Du plafond se déversent pierres, eau et sable. Des flèches depuis d'étroites meurtrières cherchent chaque morceau de chair découvert. Partout ce sont cris, fumée et confusion. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la porte n'était pas seulement une porte de bois, mais un piège sophistiqué. Et quand nous arriverons plus loin derrière les murailles, nous vous montrerons d'autres obstacles que l'assaillant devait surmonter. Dans un moment, nous révélerons pourquoi l'eau était plutôt une arme qu'un ornement. Quand le château était construit sur un lieu surélevé, les défenseurs avaient ainsi l'avantage du terrain naturel, mais autour de lui, il fallait aussi créer des obstacles artificiels. Les douves étaient dans de nombreux cas la première ligne de défense. Selon l'article sur l'architecture de Vantage News, les douves au Moyen Âge étaient construites comme un élément défensif efficace, non pour l'effet esthétique. Elles étaient profondes, remplies d'eau ou de boue, et empêchèrent les lourds chevaliers, ainsi que les lourdes machines de siège de s'approcher des murailles. L'eau compliquait en outre la tentative de saper les murs. Les tunnels se remplissaient rapidement d'eau et s'effondraient. Toutes les douves n'étaient pas visibles. Certains châteaux avaient des douves intérieures cachées entre la muraille extérieure et intérieure, qui surprenaient l'assaillant dès qu'il avait franchi les premières murailles. Ailleurs servirent les cours d'eau naturelle. Kilchurn Castle en Écosse se dressait près d'un lac qui fournissait refuge et douves naturelles. Les douves pouvaient aussi être sèches, couvertes de pieux pointus et de tessons pour empêcher la traversée rapide. Les défenseurs y jetaient en plus des détritus et des excréments, les transformant en marécages puants. L'accès à travers les douves était assuré par le pont-levis. L'image d'un lourd pont de bois avec des chaînes qui se baissent et se lèvent est romantique, mais dans de nombreux châteaux, le pont était résolu comme une poutre basculante. Selon la description du layout de Farley Hungerford Castle, on utilisait un système pivotant. Une planche fixée sur un support se levait comme une balançoire, bloquant ou permettant ainsi rapidement l'accès. Parfois, il y avait devant le gatehouse 2 portes différentes, une pour la basse-cour extérieure et une pour l'intérieur. Si l'assaillant franchissait la première, l'attendait une autre ligne de défense. L'eau servait aussi à d'autres fins. Les douves devenaient un système d'égout naturel pour les latrines. Les déchets des garde-robes tombaient directement dans les douves. Cela causait odeur et propagation de maladies. Mais en même temps, on évacuait ainsi les détritus, qui se seraient sinon accumulés dans les douves. Parfois l'eau dans les douves était profonde, et le courant impitoyable. Parfois ce n'était qu'un marécage, qui retardait plutôt qu'il n'empêchait. Selon le portail Great Castles, les douves avaient en plus un effet psychologique. L'assaillant savait que chaque pas dans la boue l'exposait aux tirs et aux projectiles qui tombaient. Outre le pont-levis classique, les bâtisseurs utilisaient aussi des ponts tournants qui se levaient rapidement et empêchèrent le passage. Certains ponts avaient en leur centre une ouverture qui pouvait s'ouvrir pendant le siège pour que l'ennemi tombe dans l'eau. Les ponts étaient combinés avec d'autres obstacles, grillets de fer, murailles hérissées ou levées de pierre. Avec le progrès de la technique de siège, les douves s'élargissaient et s'approfondissaient. Mais leur fonction de base demeurait: séparer l'ennemi et gagner du temps. Les douves étaient en même temps un projet d'ingénierie et un effort pour domestiquer la nature. Les ouvriers du bâtiment devaient détourner des ruisseaux, creuser la terre et border les parois de terre ou de pierre pour que l'eau trouve le bon chemin. Dans certains châteaux, le fond des douves était bordé de pieux de bois qui empêchaient le sapement et créaient en même temps un petit lac tranquille où l'on élevait carpes, brochets et anguilles. Les poissons n'étaient pas seulement nourriture. Leurs mouvements dans l'eau, peu profonde, perturbaient les tentatives des assaillants de poser un pont ou une tour de bois. En hiver, la surface des douves pouvait se transformer en glace, si bien que les défenseurs devaient régulièrement couper des trous et briser les croûtes de glace pour que les assaillants ne puissent pas traverser en patinant. Là où il n'y avait pas assez d'eau, naissaient des douves, sèches, pleines de pierres pointues, de ronces et de pieux plantés. Les assaillants s'y enlisaient, tandis que des murailles pleuvaient sur eux, les projectiles. Construire des douves signifiait aussi réguler le flux d'informations.
L'eau et la boue rendant difficile la communication entre les assiégeants et les traîtres à l'intérieur du château. Il n'est donc pas étonnant que dans les chroniques on parle des douves comme du troisième œil du château. Elles protégèrent de l'attaque et retenaient en même temps les messages secrets. Dans certains cas, les douves servaient aussi de réservoir d'eau pour éteindre les incendies et de réservoir d'énergie pour le fonctionnement du moulin. Au fond se trouvaient des tuyaux et des canalisations de bois qui menaient l'eau vers les jardins intérieurs et les citernes. Si le siège se prolongeait, on pouvait puiser l'eau des douves pour boire, bien que sa qualité fût au bout d'un moment discutable. Le monde des douves est plein d'histoires. Dans certaines d'entre elles, les assiégeants jetèrent dans les douves les corps de chevaux morts et des chariots pour créer un chemin improvisé, qui s'effondrait cependant souvent sous leur poids. D'autres fois, les assaillants tentaient de remplir les douves de bottes de paille et de pierres. Mais l'eau les emportait avant qu'ils n'arrivent à traverser. De nombreuses années après que les châteaux eurent perdu leur signification militaire, les douves se transformèrent en jardins, étangs ou parcs romantiques. Pourtant aujourd'hui encore, quand vous vous promenez autour de douves sèches, vous pouvez sentir comment sous vos pieds se cache un ancien miracle d'ingénierie. Imaginez que vous deviez traverser une poutre de bois glissante au-dessus d'un marécage puant, tandis que des murailles pleuvent sur vous flèches et pierres. Chaque pas se change en combat avec le ventre, la boue et la panique. Dans cette vidéo, vous apprendrez que ce n'était que le commencement. Derrière les douves se dressait un autre obstacle, le double mur. Dès que vous le connaîtrez, vous réaliserez pourquoi de nombreux châteaux devinrent imprenables. Une bande de murs pouvait arrêter une armée au haut Moyen Âge, mais les techniques de siège évoluaient. Quand apparurent les tours de siège, catapultes et artillerie, les architectes durent renforcer les châteaux. L'une des plus grandes innovations fut l'introduction des soi-disant châteaux concentriques. Selon le guide Exploring Castles, un château concentrique est défini par au minimum 2 anneaux de murs. Le mur extérieur était habituellement plus bas et servait de première ligne de défense, tandis que le mur intérieur était plus haut et fournissait aux défenseurs la possibilité de tirer sur l'ennemi par-dessus les têtes de leurs propres soldats. Entre les deux murs naissait un espace étroit, appelé zone mortelle. Quand l'assaillant franchissait le mur extérieur, il se retrouvait dans un couloir étroit entouré de hautes murailles. Chaque pas en avant signifiait qu'il était des deux côtés exposé aux flèches, pierres et sables brûlants. Cette tactique était très efficace. Il était difficile de pénétrer jusqu'au mur intérieur tout en se défendant de tous côtés. Les défenseurs en plus pouvaient circuler librement entre les deux murs grâce à des passerelles de bois ou de pierre et communiquer entre les tours. Le premier grand château concentrique en Bretagne, Caerphilly Castle, fut construit vers l'an 1270. Les archéologues le désignent comme précurseur des châteaux, que fit construire plus tard le roi Édouard Ier dans le nord du pays de Galles. Ces constructions furent conçues par le maître James de Saint-Georges, qui appliqua les expériences du bâtiment roman tardif et gothique précoce. L'exemple classique est Beaumaris Castle. Son design symétrique, ses doubles murailles et ses douves représentaient le sommet de l'ingénierie médiévale. Les avantages des doubles murs étaient incontestables. Le haut mur intérieur fournissait une meilleure vue sur les environs. Les défenseurs voyaient plus loin et pouvaient viser plus précisément. En même temps, il fallait maintenir un plus petit nombre de soldats sur le mur intérieur, car grâce à la hauteur, ils avaient un champ de tir plus efficace. L'inconvénient était l'énorme coût et la durée de construction. Seul le souverain ou la noblesse la plus riche pouvait se permettre des châteaux concentriques. Pourtant ce concept se répandit et devint symbole du pouvoir royal. Le double mur n'est pas seulement un terme architectural, mais aussi une métaphore pour les couches sociales à l'intérieur du château. Le mur extérieur entourait habituellement les bâtiments économiques, écuries, ateliers, cuisines, maisons pour les serviteurs. Le mur intérieur protégeait les espaces privés du seigneur du château, son solarium et sa chapelle. Ce plan spatial rappelle l'urbanisme moderne. Zone publique pour le travail et zone privée pour le repos.
Les larges chemins de ronde entre les murs servaient de communication rapide. Passerelles de bois et galeries de pierre permettaient aux soldats de courir d'une tour à l'autre sans devoir se frayer un chemin dans la foule de la cour. Le déplacement des réserves, armes et informations était rapide et relativement sûr. La construction du double mur exigeait des centaines d'ouvriers, de chariots et d'animaux. Le matériau devait être extrait, transporté et travaillé, parfois depuis des carrières éloignées. Sur les chantiers travaillaient maçons, charpentiers, forgerons et transporteurs. Leur métier laissa dans la maçonnerie une signature, petit signe, marque pour la paix. Chaque créneau, chaque terrasse couverte est le résultat de la combinaison de mains humaines et de calculs mathématiques. Quand vous regardez le mur intérieur, vous verrez peut-être des trous dans lesquels étaient encastrées les poutres pour les chemins de ronde de bois, aujourd'hui disparus. Selon les descriptions médiévales, il y avait entre les murs assez de place pour écurier le bétail ou dresser des tentes pour les renforts. Cette flexibilité était cruciale lors des longs sièges. Quand nous parlons de châteaux concentriques, nous avons souvent à l'esprit des monstres comme Crac des Chevaliers ou Carcassonne, mais les mêmes principes s'appliquèrent aussi aux demeures plus petites. Même les châteaux plus petits se construisaient une double protection sous forme de douves et de levées intérieures ou de palissades. Ils ajoutaient aussi des avant-cours et des barbacanes, renforçant ainsi la profondeur de défense. Dans cette vidéo, vous apprendrez que le design des murs doublés se reflétait dans d'autres éléments du château. Les meurtrières étaient disposées de façon à couvrir chaque centimètre de la zone mortelle, et les machicoulis permettèrent de verser des projectiles directement sur les têtes des assaillants. De ces ouvertures, nous parlerons tout de suite. Imaginez qu'en tant qu'assaillant, vous franchissiez les douves, battiez la première herse et arriviez dans la cour. Au lieu de la victoire, vous vous tenez dans un espace étroit entre deux murs. Au-dessus de votre tête crient les défenseurs et du haut mur intérieur tombent des projectiles. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment même de tels murs collaboraient avec d'autres éléments défensifs, meurtrières, machicoulis et échauguettes. Dans un moment, nous regarderons dans les petites ouvertures des murs qui sauvèrent d'innombrables vies. L'un des signes les plus caractéristiques du château médiéval sont les étroites fentes verticales dans les murs. Ces meurtrières, appelées aussi archères, permettaient aux défenseurs de tirer sur les assaillants tout en restant protégés derrière la maçonnerie massive. Selon l'étude Great Castles, les meurtrières étaient étroites côté extérieur pour minimiser au maximum le risque d'impact. Mais à l'intérieur, elles s'élargissaient en embrasures qui fournissaient à l'archer l'espace pour bouger et l'angle de tir. Certaines meurtrières avaient toutes une forme de croix. La barre horizontale permettait à l'archer ou à l'arbalétrier de déplacer l'arme de côté et de tirer sur les assaillants dans tout l'avant-terrain. Toutes les fentes n'étaient pas identiques. Plus tard, apparurent les soi-disant queues de poisson, meurtrières qui s'élargissaient en triangle, ce qui améliorait la vue et permettait le tir sous un angle plus grand. Dans certains châteaux, les fentes d'éclairage, rayères, s'utilisaient pour éclairer les couloirs sombres. Les meurtrières traversaient souvent les merlons, dents au sommet des murailles, entre lesquels se trouvaient des espaces, créneaux. Les merlons protégeaient les défenseurs des flèches et des pierres, tandis qu'entre eux, ils pouvaient se pencher et tirer. Selon le site Castles and Manor Houses, derrière les merlons, était menée une passerelle surélevée, appelée chemin de ronde, qui permettait aux défenseurs de contourner rapidement les murailles et de se déplacer vers les endroits menacés. Certains éléments défensifs sortaient du mur vers l'extérieur et fournissaient une vue vers le bas. L'échauguette, ou boignite de corbeau, était une petite saillie de tours à l'angle des murailles, souvent terminée par un toit conique, d'où le garde pouvait surveiller le terrain environnant et tirer dans les angles morts. La bretèche était un petit ajout en forme de balcon avec des ouvertures dans le plancher. Elle servait à ce que les défenseurs jettent des pierres ou versent de l'eau directement vers le bas sur les assaillants sous la muraille. Ces éléments complétaient les machicoulis classiques, bras de pierre sortant de la partie supérieure du mur, entre lesquels se trouvaient des ouvertures pour jeter des projectiles. Meurtrières et machicoulis fonctionnaient en symbiose avec les murs.
Depuis le chemin de ronde, les défenseurs pouvaient courir le long des murailles, communiquer et transporter flèches ou pierres. Les châteaux s'adaptèrent progressivement aux nouvelles armes. Certaines meurtrières s'élargissaient pour le tir à l'arbalète, ou même aux premières armes à feu. Au XIVe siècle apparurent des superstructures de bois ou de pierre, ours, d'où l'on pouvait jeter de gros projectiles. Derrière les meurtrières se déroulait tout un monde de discipline et d'entraînement. Les archers s'entraînaient chaque jour, car la précision et la rapidité de tir étaient là cruciales. Le bois pour les flèches devait être droit, les plumes soigneusement choisies, et la pointe aiguë comme un couteau. Chaque soldat avait sa propre technique. Certains tournaient l'arc avec le coude posé sur le mur intérieur de l'embrasure. D'autres utilisaient la partie horizontale de la meurtrière en croix pour appuyer l'arme. Les arbalétriers devaient avoir encore plus de patience. Tendre l'arbalète prenait plus de temps, mais le projectile était plus puissant. Avec l'arrivée des armes à feu, certaines meurtrières s'élargirent en forme de trous de serrure pour que les canons rentrent dans les étroites fentes. Les défenseurs restaient cependant vulnérables aux bruits assourdissants et aux éclairs de poudre. C'est pourquoi les vieux arcs continuèrent longtemps à s'utiliser parallèlement aux mousquets. Les meurtrières avaient aussi un aspect social. Qui se tenait derrière la meurtrière avait le pouvoir sur la situation dehors, mais portait aussi le risque de blessure. Les jeunes écuyers apprenaient progressivement à reconnaître les silhouettes des ennemis et s'entraînaient au champ de tir dans l'avant-cour. La coopération était cruciale. Un tireur visait, le deuxième passait les flèches et le troisième veillait à ce que l'ennemi n'approche pas d'échelle. Quand résonnait dans le château l'appel à la défense, les gens dans la cuisine entendirent le grondement des pas sur le chemin de ronde de bois, se précipitaient dehors et apportèrent les flèches dans un coffre. Les meurtrières n'étaient donc pas seulement des ouvertures dans le mur, c'étaient des scènes de drame où se combinaient technologie, travail collectif et adrénaline. Sur certains châteaux existaient des curiosités qui nous surprendraient aujourd'hui. En France ou en Italie se sont conservées des meurtrières avec de petits cercles peints autour de l'ouverture, servant de viseurs pour les novices. Ailleurs se gravaient de petits symboles, croix, lions, armes du lignage, comme décoration et talisman pour le bonheur. Les meurtrières cachaient aussi un système de communication. Un messager pouvait y passer un signe ou un petit drapeau et donner un signal à la garnison sur l'autre tour. Aucun de ces détails n'est visible au premier regard, mais si vous vous arrêtez sous une meurtrière et regardez vers le haut, vous apercevrez peut-être des traces de couleurs ou de symboles qui rappellent les mains qui les créèrent autrefois. Imaginez le défenseur accroupi derrière le merlon, dans une main l'arc, dans l'autre un faisceau de flèches. Par la mince fente, il surveille les silhouettes dans la boue sous les murailles. Chaque flèche est soigneusement visée. À travers la meurtrière en croix, il peut facilement viser à droite ou à gauche. Au moment où les assaillants tentent d'appliquer une échelle, les défenseurs du toit laissent tomber du plafond des blocs de pierre ou arrosent l'adversaire d'eau chaude qui devient arme mortelle. Dans cette vidéo, vous apprendrez que l'architecture défensive cachait non seulement des éléments visibles, mais aussi de mystérieux couloirs et chambres qui pouvaient décider du sort de toute la garnison. Dans un moment, nous partirons dans les passages cachés, qui menaient loin du château, ou au contraire dans ses plus grands secrets. Le château médiéval est plein d'histoires de fuites, d'intrigues et de conspirations. Ces légendes puisent souvent dans des éléments réels de l'architecture castrale, passages secrets et chambres cachées. Selon la page Great Castles, certains châteaux étaient équipés de passages secrets taillés dans les épais murs, qui étaient accessibles par des petites portes cachées camouflées comme cheminées, armoires ou lambris. Ces passages aboutissaient habituellement à une petite poterne ou saliporte, porte arrière discrète par lesquelles la garnison pouvait lancer une contre-attaque ou envoyer un messager chercher de l'aide. Il existe des exemples concrets de tels passages. Au château français d'Amboise, un passage secret mène de la basse-cour jusqu'à la maison de Léonard de Vinci, sur la colline voisine. On dit que par là, l'architecte pouvait voyager en sécurité entre le château et sa maison, sans être vu par de dangereux rivaux. Le château écossais Ailean Donan cache une petite chambre dans le mur près de la grande salle, d'où il était possible de surveiller les hôtes pendant les banquets par une étroite ouverture.
Ces trous d'espionnage permettaient au seigneur du château de surveiller ce qui se passait dans la salle sans être vu lui-même. Outre les passages secrets, existaient aussi les soi-disant priest holes, petites cachettes intégrées dans les murs ou le plancher, où pouvaient se cacher les prêtres persécutés pendant les persécutions religieuses du bas Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Ces refuges étaient génialement camouflés. Dans un château anglais, on trouva un priest hall, derrière une bibliothèque, où l'on ne pouvait accéder qu'en déplaçant un certain volume de livres. Dans certains cas, les couloirs ne menaient pas dehors, mais servaient à la défense intérieure. Les soldats s'y déplaçaient rapidement entre les tours, ou cachaient des réserves dans des entrepôts secrets. La légende du château de Harlech raconte que la garnison s'y rendait après des mois de siège, grâce à un tunnel caché menant à la côte. Un autre récit parle du château de Kurosłęki en Pologne, où un passage souterrain était si soigneusement caché que sa découverte au XIXe siècle fit sensation. Ces histoires nous apprennent que les passages secrets n'étaient pas seulement des voies d'évasion. Ils servaient aussi aux sorties surprises. Pendant un siège, un petit détachement pouvait sortir par une poterne discrète, incendier une tour ennemie et disparaître à nouveau. Ils jouaient un autre rôle dans la guerre psychologique. La conscience qu'existait quelque part, un passage secret privait les assaillants de la certitude qu'ils contrôlèrent le château. Les architectes des passages secrets utilisaient les illusions d'optique et les détails. Les petites portes se cachaient dans les lambris, les poignées étaient dissimulées dans les reliefs ornementaux, le mur de pierre tournait sur un pivot comme un livre. Les chambres sans fenêtres avaient leurs propres canaux de ventilation. Dans certains cas, était menée par le conduit la fumée de la cuisine qui masquait l'odeur des personnes présentes. Ces nuances montrent que les passages secrets médiévaux n'étaient pas seulement un chemin rapide, mais des systèmes complexes conçus avec une précision d'ingénieur. En temps de paix, les chambres secrètes étaient utilisées aussi comme entrepôts de biens précieux, d'archives ou prisons pour nobles captifs. Si le seigneur du château devait rapidement disparaître, il saisissait le passage secret le plus proche et disparaissait dans l'entrelacs des couloirs. Peut-être passait-il alors près de serviteurs qui ne se doutaient pas qu'un passage se trouvait derrière le mur. De là vient la fascination des réalisateurs de cinéma pour les portes secrètes. En réalité, cependant, la plupart des passages secrets n'étaient connus que de quelques élus, et leur existence se transmettait oralement. Ces secrets partagés renforçaient la loyauté et approfondissaient l'atmosphère de méfiance. Dans cette vidéo, vous apprendrez que juste à côté des passages secrets se trouvaient excréments et saletés, paradoxe de la quotidienneté castrale dont nous parlerons dans un moment. Les chambres secrètes n'étaient pas seulement pour les prêtres ou les fuites. Certaines servaient de coffre-fort pour les bijoux de famille et les actes. À l'époque des querelles dynastiques, il était important d'avoir un endroit où cacher les documents ou l'héritage familial. Les archéologues ont découvert dans certains châteaux des escaliers cachés menant à des chambres sans fenêtres, cachés dans les épais murs. Ces espaces pouvaient servir aussi de chambres de secours en cas de siège. Imaginez que vous marchiez dans un château assombri, quand soudain vous appuyez sur une pierre apparemment solide et s'ouvre un passage étroit. Le couloir est si bas que vous devez courber la tête et mène à une pièce cachée où gisent des livres poussiéreux et des coffres. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les passages secrets n'étaient pas seulement un cliché cinématographique, mais une partie réelle de la stratégie castrale. Et avant de plonger dans le mystère suivant, nous nous concentrerons sur quelque chose qui était tabou même pour les chroniqueurs médiévaux, les toilettes du château. Quand on parle de château, peu de gens réfléchissent à l'endroit où leurs habitants allaient en se soulager. Pourtant, la question de l'hygiène était cruciale pour la vie au château. Une mauvaise solution pouvait menacer la santé de toute la garnison. Les latrines, appelées aussi garde-robe ou privées, étaient dans la plupart des châteaux construites dans le mur massif de façon à faire saillie vers l'extérieur. Les excréments tombaient ainsi directement dans les douves ou sur la pente, d'où l'eau les emportait. Parfois, les latrines aboutissaient dans la rivière, comme c'était le cas à Chepstow Castle au pays de Galles. D'autres fois, les déchets s'accumulaient dans les douves, où les fermiers les ramassaient comme fumier. Certains châteaux
par exemple Dover Castle ou Langley Castle, avaient plusieurs étages de latrines les unes au-dessus des autres, qui aboutissaient en un seul lieu de collecte. Sur le grand château de Bodiam se trouvèrent jusqu'à 28 toilettes, aboutissant dans les douves. Quand les déchets s'accumulaient trop, ils étaient évacués par un ruisseau naturel ou emportés au champ. Ce système avait cependant une faiblesse. Les longs conduits étroits devenaient portes d'entrée pour l'ennemi. Pendant le siège de Château-Gaillard en France en 1203 à 1204, des soldats réussirent à grimper par le conduit des latrines et à ouvrir la porte de l'intérieur. Après la prise du château, les propriétaires firent construire un mur de pierre près du conduit pour empêcher un incident semblable. Vu de l'intérieur, la latrine était un coin modeste. Selon la description de Mark Cartwright, on y entrait par un passage étroit, souvent en angle droit pour plus d'intimité. Dans le mur se trouvait une petite niche, sur laquelle était posée une planche de bois avec un trou en forme de trou de serrure. Le trou était parfois ovale, parfois rectangulaire. Les habitants utilisaient pour s'essuyer du foin, de la paille ou de la mousse. Les murs des latrines pouvaient être blanchis à la chaux, qui désinfectait et réfléchissait la lumière. Parfois, il y avait dans les latrines une petite fenêtre sans volet, qui servait à l'aération et à l'éclairage. Des herbes aromatiques ou des herbes parfumées disposées sur le sol devant d'en couvrir l'odeur et repousser les insectes. Les gens du Moyen Âge avaient leurs propres habitudes hygiéniques. Près des latrines pendaient souvent des vêtements, car les fortes vapeurs d'ammoniac liquidaient les poux et les punaises. Au XIIIe siècle, le roi anglais, Henri III, se plaignit que les latrines de la tour dégageaient une odeur horrible et ordonna de construire de nouvelles toilettes hors de la partie habitable. Les sources indiquent aussi que les servants avaient l'interdiction de jeter les bouts de chandelle dans les latrines, car la paille sèche pouvait causer un incendie. Les latrines reflétaient la hiérarchie sociale. Le seigneur du château et sa femme avaient nandi parfois leur propre chambre avec toilette, ensuite, tandis que la domesticité partageait des conduits communs. Le prêtre pouvait avoir une petite latrine près de la chapelle, ce qui reflétait son statut privilégié. Les latrines étaient intégrées aussi dans les coins de la grande salle, pour que les hôtes n'aient pas à aller loin. Derrière les murs du château, cependant, l'odeur ne s'évaporait pas d'elle-même. Il existait une profession que vous n'associeriez pas aux chevaliers, le soi-disant gong farmer. Ces hommes avaient pour tâche de nettoyer les conduits bouchés, d'emporter les excréments dans des fosses préparées et de s'assurer que les déchets ne se répandent pas dans les réserves d'eau. Le travail était dangereux et désagréable, mais nécessaire pour la santé des habitants du château. Les excréments s'utilisaient comme fumier dans les champs, si bien que rien n'était perdu. Les vidangeurs travaillaient surtout la nuit pour ne déranger personne, et leur salaire n'était pas petit. Ils compensaient le risque de maladie et l'odeur désagréable. Sans ces gens, l'hygiène castrale se serait effondrée. Quand le seigneur du château recevait des hôtes, les latrines se préparaient avec un soin particulier. Le sol était saupoudré d'herbes, lavande, menthe, sauge, et on suspendait du bois aromatique. Les servantes complétaient les réserves de mousse et de foin pour s'essuyer, apportaient des récipients avec du sable pour nettoyer et de l'eau pour rincer. Les latrines se balayaient et se blanchissaient régulièrement pour réduire le risque d'infection. Les visiteurs apportaient pourtant souvent leur propre nécessaire, petits sachets avec des herbes pour se couvrir le nez. Les règles d'hygiène médiévales étaient certes différentes d'aujourd'hui, mais les gens percevaient déjà alors que saleté et maladies étaient liées. Sur certains châteaux, existaient de petits écoulements pour l'urine qui étaient directement intégrés dans les murs pour que les défenseurs n'aient pas à quitter leur position pendant la défense. Ces urinoirs étaient de simples ouvertures ou rigoles avec pente vers l'extérieur. Ils montrent que la construction castrale réagissait à tous les besoins, du tir de flèche au soulagement pendant le combat. Les déchets de cette rigole s'évacuaient dans les douves, ce qui reliait encore l'hygiène à la structure défensive aquatique. Paradoxalement, les châteaux médiévaux recyclaient ainsi leur saleté au profit de la défense. Imaginez que vous deviez, au milieu de la nuit, passer par un couloir étroit, tenir une chandelle dans la main
et espérer que la planche ne glisse pas. D'en bas résonnent clapotis d'eau et murmures discrets. Bien que ce fût désagréable, les latrines fournissaient un confort relatif par rapport à la vie dans les habitations de bois. Dans cette vidéo, vous apprendrez que certains mythes sur les châteaux se fondent sur une erreur. Et l'un d'eux est aussi la superstition sur les escaliers en spirale. Dans le mystère suivant, nous verrons pourquoi l'escalier tournant ne naquit pas à cause des droitiers, comme on le raconte souvent. L'une des historiettes favorites qui accompagnent les visites commentées des châteaux est l'affirmation que l'escalier en spirale était intentionnellement construit dans le sens des aiguilles d'une montre, pour que le défenseur descendant d'en haut ait l'avantage de la main droite, et que l'assaillant montant vers le haut soit gêné par le pilier central. Selon le blog Triskel Héritage, cependant, il n'existe pas de preuve que les bâtisseurs médiévaux orientèrent les escaliers à cause du combat à l'épée. Beaucoup de batailles se décidaient avant qu'on en arrive au duel dans les escaliers. Les sièges duraient des semaines et des mois, si bien que la plupart des châteaux tombaient par la faim, la trahison ou l'arrangement politique. Le fait qu'environ 30% des escaliers dans les châteaux médiévaux tournent dans le sens opposé témoigne que l'orientation de l'escalier avait d'autres raisons. Triskel Héritage indique que le sens de rotation était plutôt lié au statut et aux possibilités spatiales. Les escaliers qui reliaient les espaces représentatifs, comme la grande salle et le solarium, chambre privée, étaient conçus pour qu'on y marche confortablement et qu'on y porte nourriture, meubles ou réserves. La forme courbe de la spirale économisait la place dans les puissantes tours et répartissait la pression sur la maçonnerie. L'escalier tournant avait en plus des marches irrégulières. La partie intérieure de la marche était plus étroite et plus basse que l'extérieure, ce qui rendait difficile la course rapide vers le haut ou le bas, et limitait le nombre de personnes qui pouvaient avancer en même temps. Les escaliers étaient étroits, pour pouvoir être facilement défendus, mais leur fonction première était de relier les étages avec un minimum d'espace. Beaucoup de châteaux avaient encore des escaliers menés dans l'angle de la tour pour que les murs servent de support. Dans des cas remarquables, étaient percés dans les colonnes centrales des trous par lesquels passait une corde. Elle servait à fixer la rampe ou à hisser les réserves. Le mythe de l'escalier pour droitier naquit probablement au XIXe siècle, quand les représentations romantiques des châteaux remuaient l'imagination du public. Les historiens soulignent aujourd'hui que les bâtisseurs étaient pratiques. Il s'agissait pour eux de la résistance de la construction, de l'esthétique et du symbolisme. L'escalier élevé devint symbole de statut. Il reliait la salle somptueuse au solarium du seigneur du château. Certains escaliers étaient fermés, d'autres ouverts, et avaient des paliers avec fenêtres pour que la lumière pénètre à l'intérieur. Dans certains châteaux, l'escalier s'enroulait autour d'une colonne creuse qui servait de conduit d'évacuation pour la cuisine ou de garde-manger secret. Les escaliers bottaient entre l'épine dorsale de la vie castrale. Chaque jour y montèrent les serviteurs avec de lourdes cruches d'eau, de la nourriture et des coussins. L'intendant devait planifier pour que ne se rencontrent pas deux cortèges, l'un montant avec des plats chauds, l'autre descendant avec des détritus. Certains châteaux installèrent donc deux escaliers, l'un pour la montée, l'autre pour la descente, pour minimiser les collisions. Les rampes de bois polies par le contact des doigts témoignent de milliers d'expéditions montantes et descendantes. Une coutume particulière était que la domesticité n'avait pas le droit de parler quand elle portait la nourriture dans les escaliers. Tout cri aurait résonné et dérangé le seigneur du château dans son moment de calme. Sur les escaliers en spirale ne marchaient pas que les gens. Chats et chiens se faufilaient entre les jambes. Les pigeons se posaient sur les paliers. Et dans certains châteaux, utilisaient même les vieux escaliers comme refuge pour la volaille quand d'autres endroits étaient occupés. Dans les tours de réserve, les escaliers s'enroulaient autour des entrepôts de grains. Pour empêcher les rongeurs, les escaliers étaient parfois enduits de graisses animales, dont l'odeur couvrait celle de la nourriture. Pendant l'hiver s'accumulèrent sur les escaliers neige et glace, si bien qu'on les saupoudrait de cendres et de paille.
Les vieux escaliers portaient ainsi les traces du combat quotidien avec les éléments naturels. Les escaliers étaient aussi l'endroit où se rencontraient les différentes couches d'habitants du château. Le seigneur du château se déplaçait sur le large escalier de pierre qui menait à ses chambres privées, tandis que la domesticité utilisait d'étroites échelles de bois dans les recoins du château. Ces différences symbolisaient la hiérarchie et rappelaient Yenny que le design peut refléter la stratification sociale. Quand donc vous montrez la prochaine fois un escalier tournant de pierre, imaginez qui y est passé avant vous. Chevalier en armure, cuisinier avec des plats ou petit écuyer avec un lourd casque. Dans la partie suivante de notre périple, cependant, nous devons poser le lourd seau de nos épaules. Nous parlerons de la façon dont on obtenait et déplaçait l'eau au château et pourquoi c'était le travail le plus dur. Imaginez que vous montez un escalier de pierre, les pas résonnent dans la tour creuse, et la lumière ne pénètre que par une étroite fenêtre. Chaque pas peut être dangereux, car les marches sont irrégulières. Pourtant l'escalier était le lien entre la vie séculière dans la salle et les chambres tranquilles plus haut. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les bâtisseurs médiévaux devaient penser aussi aux sources d'eau. Sans elles, le château n'aurait pas pu survivre. Dans un moment, nous regarderons dans les profondeurs des puits castraux. Rien ne menaçait le château autant que le manque d'eau. Les châteaux étaient souvent construits sur des collines, loin des rivières, pour être le plus difficilement accessibles possible. En temps de siège, la seule source fiable devint donc le puits du château. Selon Great Castles, la construction d'un puits dans un château était longue et coûteuse. Elle exigeait un forage profond à travers la roche pour atteindre l'horizon hydrique. Certains puits étaient là si profonds qu'on y descendait la corde avec le seau même à des dizaines de mètres. Par exemple, le puits de Beeston Castle dans le Cheshire descend à une profondeur de 113 mètres. L'archéologue April Monday indique sur son blog que les puits étaient généralement construits près de la cuisine et de la boulangerie pour faciliter l'accès à l'eau. La plupart des châteaux avaient un puits dans la cour. Le château de Portchester avait cependant un puits directement dans le donjon, ce qui est une particularité. Les puits étaient maçonnés de pierre pour empêcher la pénétration d'eaux usées des douves ou des latrines. L'eau de la cour s'utilisait non seulement pour boire, mais aussi pour cuisiner, faire de la bière et éteindre les incendies. En période de pluie, on récoltait dans de grandes cuves et citernes l'eau de pluie des toits. Cette eau était nettoyée par filtration et utilisée lors des sièges les plus durs. Les puits étaient aussi un objectif stratégique des assaillants. Dans certains cas, les ennemis tentaient d'empoisonner ou de souiller les sources d'eau extérieures pour affamer la garnison. C'est pourquoi il devint prioritaire pour la plupart des châteaux d'avoir leur propre puits, caché profondément dans la terre. L'eau devait être puisée à la main, à l'aide d'un seau au bout d'une corde ou de mécanismes à poulies. Dans certains châteaux étaient construits des treuils à roues, qui permettaient à 2 hommes de marcher dans une grande roue et de remonter ainsi les seaux d'eau. Après extraction du puits, on construisait souvent à côté des citernes où se déversait l'eau excédentaire pour qu'elle soit disponible en période de sécheresse. L'eau, dans le château, ne s'utilisait pas seulement pour boire, elle servait à la fabrication de bière et d'ales. Le brassage de la bière stérilisait l'eau, et la bière était ainsi plus sûre que l'eau non bouillie. Dans certains châteaux, la bière se brassait dans des bâtiments séparés, brasseries, dont vous apprendrez plus lors de notre dernier mystère. Quand résonnait dans le conduit profond l'écho d'une goutte, il était clair que le puits était la veine vitale du château. Plusieurs méthodes existaient pour l'utiliser. La plus simple était de descendre le seau au bout d'une corde, mais ce processus était épuisant. Des dizaines de personnes devaient le répéter en chaîne, qui se passaient les récipients pleins les unes après les autres vers le haut. Certains châteaux avaient en dos des roues de bois dans lesquelles se plaçait un homme ou un âne, et en marchant faisait tourner le mécanisme qui remontait l'eau, quelque chose comme une roue de hamster géante. Il existait aussi des pompes à vis et des cabestans qui s'utilisaient pour pomper l'eau vers les étages supérieurs. Ces merveilles d'ingénierie préfiguraient les systèmes modernes d'adduction d'eau. Le puits était un lieu de silence et de méditation. En temps de paix, on y allait non seulement pour l'eau, mais aussi pour le calme.
Les habitants du château s'asseyaient après une longue journée sur le bord et écoutèrent le bruit des gouttes qui leur rappelait que la vie continue, même quand dehors fait rage la bataille. L'eau était sacrée, et apparaissaient autour d'elle des légendes sur les êtres aquatiques ou les esprits du puits. Certaines sources étaient consacrées aux saints, les gens y jetèrent des pièces et demandaient le bonheur. En hiver, il sortait de la vapeur du seau comme d'un chaudron. En été, l'eau rafraîchissait le front brûlant. Ce cycle des saisons transformait la source ordinaire en expérience spirituelle. Le regard dans le puits révélait aussi de vieilles couches de maçonnerie, des alluvions et parfois des artefacts. Les archéologues ont trouvé dans certains châteaux dans les puits des squelettes d'animaux, des restes de céramique et parfois des armes. Peut-être s'y cachaient-elles ou tombèrent-elles pendant la défense. Les histoires racontent un trésor caché au fond du puits, ce qui inspira chercheurs et contes de fées. Dans le mystère suivant, nous passerons de l'eau, au lieu où l'eau se changeait en bière, nourriture et rituel social. Nous irons dans la grande salle, cœur du château, et verrons comment l'eau et le feu y collaboraient pour la nutrition et le divertissement. Imaginez que pendant un siège, les soldats doivent alors descendre dans un puits profond, comme un immeuble moderne, une lanterne à la main, et dans le dos, la pression de l'ennemi. Chaque seau d'eau vaut plus que l'or. Dans cette vidéo, vous apprendrez que l'eau n'était pas seulement une nécessité, mais aussi un élément symbolique du pouvoir castral. Et parce que l'eau permet la vie, transportons-nous maintenant au lieu le plus vivant du château, la grande salle et la vie quotidienne. Derrière les puissantes murailles et les éléments défensifs se cachait le centre de la vie sociale. La grande salle, c'était l'espace le plus grand et le plus somptueux du château. Selon la description du serveur Castles and Manor Houses, la grande salle était haute, avec un plafond à poutres de bois, à l'extrémité duquel se dressait une plateforme surélevée, estrade, où s'asseyait le seigneur du château avec sa famille. Le long des longues tables mangèrent chevaliers, hôtes et domesticité. En temps de banquet, la salle s'illuminait de la lumière des torches et résonnait de musique et de rires. Quand les hôtes partaient, la salle devenait dortoir. La domesticité dormait par terre, souvent enroulée dans des fourrures. La routine quotidienne se réglait sur le rythme du soleil et des fêtes de l'église. Selon l'étude sur la vie au château, on se levait le matin vers 5 heures pour que la domesticité prépare le feu, le pain et les boissons chaudes. Le petit déjeuner était modeste. Le repas principal du jour se servait à midi, et le deuxième repas, plus petit, le soir. Les cuisines étaient souvent un bâtiment séparé, à cause du risque d'incendie. Le stockage des aliments était assuré par les offices et les caves. L'étiquette à table était stricte. Les règles de l'église ordonnaient jeûnes et jours sans viande. La grande salle n'était cependant pas seulement lieu de nourriture et de divertissement. S'y déroulaient procès, réception de sujets et perception d'impôts. Le seigneur du château y exerçait son pouvoir politique, judiciaire et fiscal. La dame du château avait sous sa surveillance les réserves et administrait l'économie. Elle s'occupait de la production de tissus, du filage et de l'éducation des enfants. Dans les chambres des femmes, on tissait et brodait, et elles se déplaçaient improbablement pendant les mois d'hiver vers les parties plus chaudes du château. Le château n'était pas seulement un bâtiment d'habitation pour les seigneurs. Il avait besoin de beaucoup de personnel spécialisé, des cuisiniers qui avaient la charge de l'énorme fonctionnement de la cuisine aux gardes, bûcherons, forgerons et brasseurs. Un grand château employait au moins 50 personnes. Dans les châteaux plus grands, le cuisinier était soutenu par une équipe nombreuse de sous-cuisiniers, serveurs et other speedboys qui faisaient tourner la viande au-dessus du feu. Le bouteiller administrait les réserves de vin et de bière, le boulanger s'occupait du pain, et le pâtissier préparait les desserts. Il existait aussi des artistes du spectacle, ménestrels et jongleurs, qui apportaient joie et divertissement. Les écuries faisaient partie du fonctionnement castral, sans lesquelles le château n'aurait pas pu fonctionner. Les chevaux,
était à l'époque médiévale, non seulement un moyen de transport, mais aussi une force militaire. Selon le guide de Farley Hungerford Castle, les bâtiments d'écurie dans les châteaux étaient équipés non seulement de boxes pour les chevaux, mais aussi de poulaillers et de chambres pour les soigneurs qui y vivaient. Les archéologues y ont découvert des preuves de grands greniers à foin à l'étage où se stockait la nourriture. L'intendant des écuries, maréchal, surveillait les chevaux et les hommes qui les soignaient. Le fonctionnement des écuries était exigeant. Il devait assurer nourriture, ferrage et préparation des chevaux pour le combat. La vie au château était variée, mais pas toujours confortable. Selon l'article History Hit, les gens ne séjournaient habituellement pas longtemps dans un château. Le seigneur et sa famille voyageaient entre différentes demeures, et avec eux voyageait aussi la plupart de la domesticité. En temps de paix, vivaient au château seulement quelques dizaines de soldats. En temps de guerre, leur nombre augmentait rapidement. Les enfants apprenaient au château les compétences pour leur vie future et avaient leurs propres jouets. Les serviteurs travaillèrent de l'aube au crépuscule, mais avaient la sécurité de la nourriture et d'un toit. La grande salle était témoin non seulement de cérémonies et de négociations politiques, mais aussi d'innombrables jeux et divertissements. Après le souper, les tables se poussaient, et sur le sol apparaissaient les jeux de plateau, échecs, backgammon ou jeux de dés. Les dames de cour lisaient des romans sur le roi Arthur, les bardes chantaient des chansons sur d'anciennes batailles, et les jongleurs montraient leur art avec des quilles et des épées. Les enfants jouaient avec les chiens, apprenaient à chasser avec des rapaces et s'exerçaient à la danse sous la surveillance d'institutrices. La musique venait des luttes, harpes et hautbois. Le rythme était donné par les coups de gobelet et le piétinement des bottes. L'atmosphère était complétée par les odeurs et les couleurs. Le foyer au milieu de la salle se remplissait de fumée qui s'échappait par une ouverture dans le toit. Aux murs pendirent des tapisseries avec des scènes de mythologie qui isolèrent du froid et conféraient un statut à la pièce. Le sol était couvert de paille, d'herbes et parfois de copeaux qui absorbaient des odeurs et protégeaient des saletés. Les gens s'asseyaient sur des bancs sans dossier. Mais les hôtes de marque avaient des fauteuils avec l'arme du lignage. Les plats se servaient dans des écuelles de bois ou sur du pain qui servait d'assiette et après le repas se distribuait aux pauvres. La salle était aussi saine pour les rituels de passage à l'âge adulte. Les jeunes écuyers y prêtèrent beau serment de fidélité. Les chevaliers recevèrent des ordres, et lors des banquets de mariage se concluaient des mariages d'alliance. Chaque moment était accompagné de cérémonial, de l'apport du sanglier rôti au versement du vin dans les calices. Les femmes jouaient un rôle important dans l'étiquette. Elles surveillaient la préparation de la table, l'ordre du service, et que personne ne soit oublié. À la cour se préparaient entre-temps les chasseurs avec des autours qui partirent le matin à la chasse. Quand venait le soir, et que le feu s'éteignait, tous apportaient leur couverture et s'installèrent par terre. Dans le coin jouait le dernier ménestrel une chanson douce. Les enfants se blottissaient près de leur mère et les soldats déposaient un moment leur armure. Seuls les gardes sur les murailles veillaient. Cet accord d'activité et de repos créait un rythme de vie qui se répétait jour après jour. Dans cette vidéo, vous apprendrez que tandis qu'à l'intérieur on mangeait et buvait, dehors on cultivait et récoltait. Le chapitre suivant vous mènera dans la cour où poussaient l'if, les herbes et autres plantes, qui étaient aussi importantes que les armes et les tavernes. Imaginez la salle pleine de gens. Les cuisiniers courent avec des plats, les serviteurs portent des cruches de vin. Le seigneur du château s'assied sur le banc surélevé, et du grenier résonne la musique. L'arôme du rôti se mêle à la fumée du foyer, et imprègne les tapisseries bourrées. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la vie castrale ne se déroulait pas seulement dans la salle, mais aussi dehors dans la cour. Pour finir, nous révélerons le mystère qui pousse au milieu du château et joue un rôle clé dans l'histoire de l'Angleterre. La cour du château médiéval n'était pas un simple espace vide, c'était un monde en soi, lieu où se tenaient entraînement, marché, jeux d'enfants et travail quotidien. Au milieu se dressait souvent un arbre qui avait une signification pratique et symbolique. Cet arbre était souvent l'if.
Selon le site Great Castles, l'if n'était pas seulement un arbre d'ornement, mais aussi une matière première stratégique. Son bois était souple et solide, c'est pourquoi on en fabriquait les fameux longbows anglais. Les chroniques indiquent que Robert Bruce fit utiliser à Bannockburn des arcs d'if qui se révélèrent facteurs décisifs dans la bataille. L'if est en même temps vénéneux. Ses feuilles et graines contiennent des substances toxiques qui peuvent tuer un homme ou le bétail. Pourtant des ifs se plantaient près des églises et des châteaux. Selon un article moderne sur le serveur Medieval Historia, en Bretagne se trouvent des centaines d'ifs plus vieux que 500 ans. Certains d'entre eux sont vieux de milliers d'années. Le bois d'if était si précieux que l'Église avait le droit de vendre ses arbres et d'obtenir ainsi de l'argent. L'if symbolisait l'éternité et la continuité. Ses aiguilles toujours vertes étaient comprises comme protection contre le mal et symbole de vie et de mort. La cour servait aussi à d'autres fins. Selon le guide de Farleigh Hungerford Castle, il y avait au château une boulangerie et une brasserie, car pain et bière étaient un composant de base de l'alimentation. La bière se brassait parce que l'eau des douves n'était pas potable. En la faisant bouillir, on la stérilisait, et en ajoutant du houblon, on prolongeait sa conservation. Dans beaucoup de châteaux, la bière était entre les mains d'une alewife, femme qui avait la charge de la fabrication de la bière. La boulangerie fabriquait le pain pour les seigneurs et la domesticité. La farine arrivait du moulin seigneurial, qui pouvait être aussi partie de l'ensemble castral. La cour était donc centre de l'économie. Entre les arbres, on suspendait la viande pour sécher et les tissus pour blanchir. Dans des cuves, on lavait le linge et dans des pots de grès, on cuisait la graisse pour les blessures. La symbolique religieuse traditionnelle se liait à d'autres arbres, tilleuls ou pommiers, mais l'if avait grâce à son bois une signification stratégique. Les archers médiévaux avaient besoin d'arcs souples et solides. Les longbows, fabriqués en if, mesuraient environ 1,80 m et avaient une forte tension. Selon les registres historiques, une grande quantité de bois d'if s'importait du continent, car les arbres locaux ne suffisaient pas à la demande. Dans la cour du château, l'if était protégé du bétail qui aurait pu le manger et s'empoisonner. La cour était en même temps jardin et boutique. Les jardins de cuisine contenaient des parterres avec choux, oignons, petits pois, carottes et légumes verts. Les herboristes y cultivaient menthe, romarin, thym et persil, qu'elles mélangeaient ensuite dans des potions curatives et couvraient la cuisine du château. Les jardins d'infirmerie, jardins curatifs, offraient zauge, hysope et camomille, qui se séchaient et s'utilisaient dans les onguents et tisanes. Les enclaves étaient souvent entourées d'une clôture d'osier pour que les poules et les porcs ne se promènent pas sur les légumes. Outre la fonction utilitaire, les jardins avaient aussi une dimension esthétique. Les arbres fournissaient l'ombre, les fleurs attiraient des abeilles, et le parfum des herbes remplissait la cour. À côté du jardin de cuisine, il y avait habituellement un verger, pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers. Dans certains châteaux poussaient des vignes, et peu après l'arrivée des croisés, apparurent en Europe continentale aussi figuiers et grenadiers. Les fruits se consommaient frais, se séchaient ou fermentaient en cidre et eau-de-vie de prune. Les enfants aimaient ramasser les pommes tombées et couraient dans le jardin, tandis que les femmes récoltaient les plantes médicinales. Les jardins reliaient ainsi les générations. La vieille grand-mère apprenait à sa petite-fille comment reconnaître les feuilles curatives, et le petit berger apprenait que certaines plantes sont vénéneuses, comme l'if. L'espace de la cour ne servait pas qu'à l'agriculture. C'était aussi l'espace d'entraînement pour les chevaliers. Là se pratiquaient manœuvres équestres, tournois et tirs à l'arc. C'était précisément l'ombre de l'if qui fournissait aux archers un abri pendant l'entraînement. De là résonnait le bruissement des cordes et le sifflement des flèches. Sur l'herbe de la cour se tenaient dans des marchés, quand arrivaient au château des marchands avec toiles, épices et produits forgés. Le centre de la cour était si animé qu'il fallut établir des heures claires pour l'entraînement, le marché et la lessive.
Chaque activité avait sa place. Les jardins se trouvaient plus près de la cuisine, les écuries près des murailles, la boulangerie et la brasserie du côté du vent pour que la fumée ne gêne pas les habitants. Les archéologues modernes accordent une grande attention au jardin, car ils y trouvent des restes de plantes, de pollen et de graines, qui témoignent de l'alimentation et de la santé des habitants du château. Les analyses du sol montrent que beaucoup de châteaux avaient de riches réserves de fruits et légumes. La famine évitait ceux qui savaient utiliser chaque pouce de terre. Aujourd'hui, certains jardins castraux se restaurent selon les sources historiques comme musées vivants. Les visiteurs peuvent goûter de vieilles variétés de pommes, voir un jardinet de miel ou respirer la lavande. Dans cette vidéo, vous apprendrez que même après la défense la plus détaillée reste dans le château un espace pour la beauté et le calme. Maintenant nous attend la dernière partie de notre récit. Nous réfléchirons pourquoi nous nous occupons de ces mystères et ce qu'ils peuvent nous dire sur notre propre monde. Imaginez la cour du château où entre les murs de pierre verdit un vieil if. Ses branches se balancent dans le vent et jouent avec les enfants. Dans son ombre sont assis de vieux soldats et racontent des batailles où leurs arcs décidèrent du sort du royaume. Non loin des femmes mélangent houblon et malt dans la brasserie, tandis que du four embaume le pain frais. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la cour était le cœur vivant du château. Et bien que nous ayons déjà révélé 10 mystères, notre histoire ne finit pas. Dans la dernière partie, nous réfléchirons à ce que ces mystères nous disent sur nous-mêmes et notre époque contemporaine. La connaissance des mystères des châteaux médiévaux n'est pas seulement une fascination du passé. C'est une fenêtre sur l'ingéniosité humaine et le désir de sécurité, de confort et de représentation. Chaque élément que nous nous sommes représentés, des portes et douves réfléchies à travers les doubles murailles, meurtrières et passages secrets jusqu'aux latrines, escaliers, puits, grandes salles et cours économiques, reflète le besoin d'allier pratique et symbolique. Nous avons vu que la porte était en même temps carte de visite du propriétaire et piège mortel. Les obstacles aquatiques protégèrent le château non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Les doubles murs créaient un espace où l'assaillant se trouvait dans un piège mortel. Meurtrière et machicoulis montrent à quel point se pensait la défense dans le détail. Les passages et chambres secrets prouvent que le pouvoir s'appuyait sur la préparation à fuir ou espionner. Les latrines nous rappellent que même à l'époque des chevaliers, il fallait résoudre l'hygiène. Les escaliers racontent la combinaison de facteurs esthétiques et pragmatiques. Les puits symbolisent la vie et l'indépendance. La grande salle révèle les rituels sociaux et la hiérarchie. Et l'if dans la cour relie quotidienneté et stratégie militaire. Quelle est l'actualité de ces connaissances ? Aujourd'hui encore, nous construisons des bâtiments qui doivent combiner sécurité et confort. Nous concevons des bâtiments scolaires qui doivent résister au feu, mais être en même temps agréables pour les enfants. Nous construisons des centres de données avec des salles secrètes qui protègent nos informations, semblablement aux passages secrets qui protégeaient les vies des seigneurs de château. Les systèmes d'égout modernes naquirent comme réponse aux problèmes que les latrines médiévales résolvèrent de façon provisoire, et les puits nous rappellent l'importance de la gestion durable de l'eau, thème qui est aujourd'hui aussi actuel qu'au temps des sièges. Le château médiéval est plus éloigné qu'autrefois, mais l'essence des besoins ne change pas. Nous construisons maisons, écoles et bureaux qui doivent résister aux catastrophes naturelles et en même temps fournir un espace pour la communauté. Nous protégeons les données des pirates informatiques, de même que le seigneur du château protégeait ses actes dans une chambre secrète. Nous nous efforçons de recycler les déchets et d'économiser l'eau, car nous savons que les ressources naturelles sont limitées. La même logique utilisait les vidangeurs et brasseurs médiévaux. Peut-être les châteaux sont-ils devenus des ruines, mais leur esprit vit dans notre planification et infrastructure. Cette histoire est aussi un rappel que l'histoire n'est pas seulement un ensemble de données, mais une expérience.
Quand vous imaginez comment un petit garçon regarde par une meurtrière et apprend à tendre un arc, comment une servante porte de l'eau dans un escalier glissant, ou comment le meunier complète la bière dans la brasserie, vous sentez un fil entre le Moyen Âge et aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la curiosité est la clé de la compréhension du passé. Plus nous questionnons, plus nous apprenons sur nous-mêmes. Et parce que la fin ouverte est plus importante qu'une liste exhaustive de faits, nous laissons derrière nous un espace pour vos propres questions. Comment concevriez-vous un château si vous viviez au XXIe siècle? Comment allieriez-vous sécurité, esthétique et fonctionnalité? En conclusion, rappelez-vous, s'il vous plaît, que l'histoire est vivante et se trouve dans chaque porte, pierre et arbre. Si notre excursion commune vous a inspiré, visitez quelques châteaux de votre région et imaginez comment ces constructions s'adaptèrent dans différentes périodes. Partagez cette histoire avec des amis et discutez-en. De cette façon, nous maintiendrons ensemble vivant l'héritage du Moyen Âge. Je vous remercie de votre attention, d'avoir parcouru avec moi 10 mystères du château médiéval. J'espère que notre excursion commune vous a inspiré à réfléchir sur le passé et le présent. Si le récit vous a plu, mettez s'il vous plaît un like et partagez-le avec des amis. C'est seulement ainsi que je pourrai raconter d'autres histoires du monde de l'histoire et de l'architecture. Au revoir, à la prochaine découverte.